Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le Fossé. On se retrouve ce matin pour un nouvel OM au café. On est avec vous, bien sûr, il y aura des appels tout à l'heure où vous pourrez intervenir. On va discuter ce matin pendant presque une heure de la situation de l'Olympique de Marseille et encore un petit peu de ce match de Paris. On va peut-être se projeter un petit peu sur la suite aussi. Je vois que ça parle un peu Ballon d'Or dans le chat, donc je vais aussi vous donner mon avis, puisque c'est une émission d'opinion où on donne chacun notre avis. Si vous voulez appeler d'ailleurs pour parler de ça, c'est avec plaisir. On donnera le numéro dans quelques minutes. Mais voilà, comment ça va ce matin? Écoute, ça va moyen, ça, on a toujours un peu énervé, mais bon, c'est la vie, on va apprendre à digérer. On apprend à digérer depuis quelques années, malheureusement. Si vous voulez parler du Ballon d'Or, on peut le faire tout de suite. Je vois Naïm qui me met c'est une mascarade. Tout à l'heure, on a eu le pauvre Vinicius de Dark Knox. Déjà, je vais commencer par vous dire deux choses avant de vous donner mon avis. Merci pour le talk avec la présence de Gérard Gilly. Effectivement, Tony, c'était un très bon talk avec Gérard Gilly, Maxence Volpe, Romain Canuti, mené de main de maître par Sébastien Volpe. Le Ballon d'Or, alors déjà c'est pas très important, hein, c'est un truc c'est du décorum, de l'entre-soi, etc. Mais je vais faire 2 minutes là-dessus parce que ça en parle, beaucoup de gens en parlent sur les réseaux, ça anime un peu, parce qu'il y a eu une surprise, donc ça anime un peu les débats. Déjà, première chose, je vais vous dire que je suis dans la guéguerre Barça-Real, je suis plutôt pro-Real. Donc j'aime beaucoup Vinicius, qui est vraiment le meilleur joueur du Real, qui est le meilleur joueur du Real sur la saison précédente, qui est un joueur valeureux et qui mérite largement ce type de récompense. Maintenant que j'ai dit ça, alors Samy donnait un ballon d'or à un Argentin et non à Vinicius. Rodri, il est espagnol. Maintenant que j'ai dit ça, que je dis que je trouve que Vinicius le mérite, je trouve que Rodri le mérite tout autant. C'est un joueur merveilleux, milieu de terrain incroyable, un numéro 6 parfait, c'est-à-dire qu'il sait tout faire sur le terrain. Et en plus, il ajoute des stats avec des buts, avec des passes décisives. Alors effectivement, la saison de Rodri en 2023 avec le but en finale de la Ligue des Champions était encore plus folle, mais cette saison, il a quand même fait... je crois qu'il a perdu qu'un seul match la saison dernière. Donc, par exemple, tu vois, comme stat, ça peut être marquant. Il a gagné l'Euro avec l'Espagne, il est meilleur joueur de l'Euro. Et nettement, et mérité. Voilà, donc pour moi, on est loin d'un scandale, on est loin d'un vol. C'est surtout ça que je voulais dire. Moi, je trouve pas qu'on puisse parler de vol, de toutes ces choses-là. Par contre, de surprise, oui, parce que Vinicius était désigné comme le joueur favori, etc. Il paye peut-être sa Copa América complètement ratée, alors que dans le même temps, Rodri gagne l'Euro. Même si lui a gagné avec des champions et que Rodri ne l'a pas gagné, mais Rodri a gagné la Première Ligue, Vinicius a gagné la Liga. Il faudra voir aussi à combien ça se joue. Est-ce que ça se joue à 5-6 points près ou à 100 ? C'est pas la même chose. Voilà, donc avec la fessée qu'ils ont pris contre le Barça, ils ne le méritent pas. Non, mais arrêtez, c'est des conneries ça, les amis. Pas parce que tu perds un match que tu perds une récompense. Non, de toute façon c'est décidé depuis bien longtemps. Non, le vol, c'est pour moi ça serait Messi sur 2021. Je crois que c'est le vol ultime, c'est-à-dire qu'il n'a rien fait de la saison, il a juste gagné la Copa América en marquant des tapines et des pénaltys. Rien fait du tout de la saison, marchait sur le terrain, était plutôt moyen, et il obtient le ballon d'or, donc ça c'était une bonne blague déjà. Le vol, c'est aussi 2020 avec Lewandowski qui l'a pas, alors que la saison s'est pas arrêtée, hein. Le Covid, ça s'est arrêté qu'en France. Donc voilà. Puis vous parlez de Ribéry, ça peut se défendre, même si je parlerai pas de vol, je parlerai d'erreur. Je pense que Ribéry aurait pu l'avoir effectivement. Ouais, j'ai vu la réponse de Dazon à Le Texier. Je finis sur le Ballon d'Or, donc je dirais voilà que on a un beau vainqueur, que c'est pas un vol et que voilà. Pour moi, c'est juste une énorme déception pour Vinicius qui a raison d'être en colère parce qu'il le mérite. Mais Rodri le mérite aussi. Voilà, donc pour moi, on n'est pas sur un vol manifeste de Ballon d'Or. On est sur
on est sur une décision. Voilà, moi, ça ne me déplaît pas d'avoir Rodri Ballon d'Or. Je trouve que c'est un garçon absolument merveilleux et un joueur incroyable. Voilà, donc pour moi, il n'y a pas de débat de style vol ou quoi, il y a un débat de décision et elle ne me dérange pas. Voilà. Si l'Espagne n'avait pas gagné l'Euro, je vous dirais pas la même chose, mais voilà. La réponse de Dazn à Le Texier sur le fameux angle de caméra qui n'est pas diffusé, je crois que c'est l'angle où on voit le pied sur le torse et qu'effectivement il n'a pas été diffusé. Maintenant, c'est pas très, très important, Steph, tous les autres. Je pense que de toute façon, il a pris sa décision, ça nous carre, voilà. Ce qui est important de dire, c'est que ça commence à faire beaucoup et que ça commence à être insupportable. Voilà, parce que je dis pas qu'on aurait gagné le match. Moi, je pense, j'avais annoncé qu'on perdrait 2-0, je l'ai dit toute la semaine dernière, donc ceux qui sont fidèles, et il y en a beaucoup dans le chat, pourront le confirmer, donc je suis pas super surpris. Ouais, Griezmann aurait pu l'avoir en 2016, bien sûr, c'est possible, même c'est pas un scandale non plus. Mais voilà, donc je suis pas super surpris, mais je suis un peu déçu. Voilà, qu'on se laisse marcher dessus comme ça. Moi, à partir de la 20e, j'en étais à me dire, quitte à, autant envoyer les pieds, prendre notre rouge et montrer que voilà, s'ils veulent de la vraie violence, ils vont en avoir. Mais c'est pas bien de dire ça, mais c'était tellement frustrant ce match qu'au bout d'un moment, voilà. Moi, je suis pas convaincu, Nico, par Kondogbia en défense centrale. Voilà. Donc, il faut en vouloir aux joueurs, surtout Harit fait une grave erreur. Je suis pas du tout d'accord, Smash, que Harit soit moins bon depuis quelques matchs et qu'il mérite pas d'être titulaire. Je l'avais pas mis dans mon 11 pour le classique, donc je suis droit dans mes bottes. Par contre, là, je suis désolé, il fait une course vers le ballon, il saute, il met le pied pour prendre le ballon, il prend le ballon, et après, il y a Marquinhos qui vient effleurer le pied au niveau de la pote. Enfin, pour moi, je sais même pas s'il y a faute. Voilà. Donc voilà, je suis très agacé par ça. Si tu prends une image arrêtée, évidemment, à un moment, il y a le pied au niveau de la poitrine, mais bon, c'est du foot, hein, c'est pas de la danse. Donc, et encore, j'ai rien contre la danse, un art assez magnifique, mais voilà, c'est un sport de contact. Je crois qu'au basket, le nombre de griffures dans le cou, des choses comme ça, elles se comptent sur les doigts d'une main à chaque match, donc... pourtant, il n'y a pas des expulsions. Les joueurs ne montrent pas, ils font pas regarder, il m'a griffé. Non. C'est du foot, quoi. Donc, moi, je suis très, très énervé. Voilà. Mais bon. Est-ce que je suis confiant pour la suite, me dit Max Tis. Oui, je reste confiant parce que de toute façon, de tout temps, on perd les classiques. C'est pas nouveau. C'est quelque chose qui se vérifie d'année en année, qui fait chaque fois mal. Puisque je rappelle qu'on perd le classique et derrière on perd Annecy sur l'année Tudor par exemple. Donc voilà. Pour Roberto De Zerbi, je l'ai déjà dit, je trouve que l'approche de mettre bloc bas face au PSG et de les laisser venir pour les aspirer, pour les contrer, c'est pas l'idée du siècle, parce qu'ils sont tellement forts balle au pied dans la conservation, ils sont plus forts que toi, donc... Est-ce que l'idée d'aller les chercher au pressing est une bonne idée? Je ne sais pas, parce qu'on l'a déjà fait aussi contre Paris et on s'est déjà fait prendre en compte plusieurs fois. C'est dur Paris. Eux, dans une saison, ils ont, une quinzaine de matchs où ils sont à fond, alors que toi, tu dois être à fond toute la saison, en fait. Tu n'as pas le droit à l'erreur sur chaque match. Eux, il y a 15 matchs où ils les prennent très au sérieux, et le reste, ils déroulent. Donc, c'est un peu plus simple pour eux comme approche, c'est-à-dire que match hyper important, événement pour le club. Il y en a 5 ou 6 dans la saison de Ligue 1, plus tous les matchs de Ligue des Champions. Quand je dis 5 ou 6, c'est les matchs tendus. Par exemple, contre Monaco, ils vont être dans le même état d'esprit. Mais voilà, ça s'arrêtera là. Et puis voilà, donc c'est un peu embêtant de se dire qu'eux abordent forcément le match avec un état d'esprit conquérant et que toi, tu es dans un état d'esprit un peu craintif malheureusement, et je suis plutôt déçu par ça. Malgré tout, on n'a vu que 20 minutes. C'est ce que je vous dis depuis hier. Moi, je me refuse, et je sais que c'est pas toujours très bien compris, mais je me refuse d'analyser plus loin que la 20e minute. À partir du 1-0, tu as pris 2 coups énormes sur la tête, le but, le carton rouge. Tu sais qu'à 10 contre 11,
Tu gagneras pas à moins d'un miracle, mais c'est Paris, c'est beaucoup plus structuré que Lyon par exemple, donc aller gagner contre Paris à 11 contre 10. Et puis je prends souvent l'exemple du match de cette saison, un des matchs qui m'a le plus marqué à 11 contre 10, c'est Monaco-Barcelone, qui Monaco sans être exceptionnel est allé battre le Barça parce que le Barça jouait à 10. Et le Barça qui est quand même une super équipe, donc jouer à 10 c'est très dur. Donc voilà. Et juste sur Tudor, parce que depuis hier, ça parle beaucoup de Tudor. Tudor, il a fait un très grand match contre Paris. Moi, je vous dis juste, attendons que De Zerbi ait joué 3 fois contre Paris, voir s'il ne va pas en gagner un quand même. Parce que Tudor, il a joué 3 fois contre Paris, il en a perdu 2. Dont le dernier, je vous le disais, juste avant Annecy, en championnat, juste entre Annecy, entre la victoire contre le PSG en coupe et la défaite contre Annecy, il y a ce OM 0, Paris Saint-Germain 3, où Tudor joue très haut, bloc haut, en demandant à Eric Bailly de prendre Kylian Mbappé au marquage, et on se fait punir lamentablement. Et ce match, on s'est fait désosser dans ce match. Donc on n'a pas existé, même dans l'impact, etc. etc. Donc même Tudor, il n'a pas fait que des trucs super. On réécrit beaucoup l'aventure Tudor, il y a des matchs catastrophiques. Il y a la double confrontation contre Francfort en Ligue des Champions qui est dégueulasse. Il y a des matchs perdus contre Ajaccio en Ligue 1. Il y a beaucoup de points perdus bêtement. Il n'y a pas que du bon. Alors bien sûr, il y a des momentum assez importants. Il y a la victoire à Nice, il y en a quelques autres. Mais moi, je trouve qu'on réécrit beaucoup trop la saison Tudor. Qui va remplacer Harit face à Nantes dimanche ? C'est une curiosité. Voilà, je ne peux pas t'en dire plus. Moi, je suis curieux de le voir, puisque la seule fois où Harit n'a pas été titulaire cette saison, c'était Carboni. Donc là, ça ne sera pas Carboni. Hein. Voilà, donc est-ce que ça sera Koné dans un rôle un peu box-to-box ? Est-ce que ça sera un Jonathan Rowe ? Moi, j'appelle ça de mes voeux vraiment. Et je pense que c'est possible qu'on joue avec Enrique à gauche, plus Merlin qui monte, qui fait ses montées, qui joue très haut, avec Greenwood à droite, avec Wai devant ou Mopé, mais moi je préfère encore Wai pour l'instant, et en 10, Jonathan Rowe, qui tourne en 9,5, qui tourne autour d'Eddie Wai. Je pense que ça peut être une solution sur ce type de match-là. Je l'espère, surtout si on joue des transitions rapides, qu'on se projette un peu comme on a fait à Montpellier, et qu'on joue un football un peu différent. Voilà, moi je préfère vraiment ce schéma-là, avec Jonathan Rowe, parce que on pense que c'est juste un ailier, mais je crois que Jonathan Rowe est capable de jouer axe, il l'a déjà montré en rentrant en pointe, mais moi je pense qu'il peut être meilleur encore avec un autre attaquant. Je joue pas, c'est pas un 4-4-2, l'idée c'est un vrai 4-2-3-1 avec Rowe qui joue l'interspace entre le milieu, l'interspace, je vais parler un peu français, mais qui joue entre les lignes, entre le milieu et la défense adverse, et qui va embêter, mettre pas mal de bordel dans cette zone-là, pour donner un peu plus de liberté sur les ailiers, même si je suis, vous le savez, pas convaincu par Luis Enrique, mais je vais dire un truc positif puisque j'y suis tenu jusqu'en janvier par un pari un peu débile que j'ai fait en début de saison. Il a progressé, il a fait du bien à l'OM sur certains matchs. Voilà. Après, je suis toujours pas convaincu, mais ça, c'est pas négatif de le dire. Nantes reste sur 6 matchs sans victoire, mais ça va être dur à la Beaujoire. C'est toujours dur à la Beaujoire. Nantes est une équipe qui arrive à nous embêter, mais pas. Je suis pas inquiet. Voilà. Je pense pas que ce match sera un vrai piège. Je crois que si on l'aborde bien, il y a une différence notable entre les deux effectifs, et elle va finir par se voir sur cette rencontre, même s'il y a toujours Moses Simon, qui est un joueur un peu différent et qui plaît beaucoup à beaucoup de gens. Donc voilà. Qui a le pouvoir de déclencher un audit sur l'arbitrage et de réformer totalement l'arbitrage ? Il faudrait que ça soit une volonté politique. Ça peut venir du ministère des Sports, par exemple, ces choses-là. Mais réformer, pourquoi faire ? C'est-à-dire que tu ne vas pas inventer des arbitres qui vont sortir du chapeau du jour au lendemain. Quelques arbitres de Ligue 1 qui ont mon respect et pour qui j'ai de l'estime. Voilà, après... tu vois, prenons, moi je l'ai déjà dit, j'aime bien Turpin, mais après c'est le même problème qu'on a avec le Texier, c'est-à-dire que c'est des garçons qui en Ligue 1 peuvent sur un coup de tête se mettre au cœur du débat, sur une application bête de règlement, sur une décision litigieuse, ce qu'ils ne font pas dans les matchs où ils arbitrent à plus haut niveau, c'est-à-dire en Coupe d'Europe ou à l'Euro. J'ai vu un monsieur Le Texier excellentissime à l'Euro. Turpin est toujours très bon dans les matchs européens, sauf une fois où il avait fait un petit délire sur un match du Bayern. C'était Bayern-Real où il siffle un péno un peu bizarre.
Mais dans l'ensemble, les arbitres de Ligue 1 sont tous très bons, mais il y a un problème je sais pas, d'ego, de mental. Ils abordent peut-être pas les matchs comme il faut. Je pense que le Texier aborde le match n'importe comment au MPSG en se disant c'est un match comme un autre. Il y a un pied un peu haut, bon allez, carton rouge. Ben non, ça se arbitre pas comme ça un match de foot. Donc voilà, c'est comme ça. Quelle défense contre Nantes? J'ai vu vos questions, hein, les amis qui passent. J'essaie pas de pas balayer non plus les sujets et de les apprendre en profondeur. Quelle défense contre Nantes? Bah écoute, c'est une très bonne question. Idriss qui s'auto-clash. Bravo, joli. Passe ton ballon, c'est Idriss évidemment. Je sais pas pourquoi t'écris ça, mon pote, mais bon. Tu t'ennuies, Idriss, si tu veux, on te fait intervenir en premier, hein, sur le coup de téléphone. Mais voilà. Ou alors tu essayes d'avoir ta chance et d'appeler en premier parce que c'est maintenant. On va commencer à prendre les premiers appels avec aujourd'hui Marine qui remplace au pied levé Loïc. Loïc que vous retrouverez très rapidement à la régie du Phocéen. Mais merci à Marine d'être là. Avec le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Voilà, si vous ne l'avez pas, agrandissez votre écran et vous avez le numéro. Donc vous appelez. Si vous êtes le premier à composer le code, vous êtes le premier à parler à Marine au standard. Et si Marine juge que vous êtes en état de passer à l'antenne, c'est-à-dire pas trop alcoolisé non, je rigole, je plaisante évidemment, mais voilà, vous passez à l'antenne et vous participez à l'émission. On n'a jamais refusé personne et tous les appels pour l'instant ont été brillants. Je vous félicite à la hauteur du chat d'ailleurs. Pourquoi Florent Bata n'arbitre-t-il jamais l'OM? Il est né à Marseille, oui. Ça fait partie des raisons qui font que c'est compliqué. L'équipe de Montpellier avec le remplacement d'Harit et Garcia. Par contre, j'entends la régie, Marine. Je ne sais pas si tu es au courant. En tout cas, on a déjà un appel, visiblement, dans les starting blocks. Allons en Serie A ou en Super League, me dit Minipog. Ouais, après, ça peut être le sens de l'histoire à un moment donné. Peut-être pas la Serie A, mais de ces fameuses Super League. Je pense que ça peut faire réfléchir si on continue de nous manquer de respect, quoi. Voilà. Oui, je sais cette histoire sur Turpin, effectivement. Ouais. Non, après, on va dire un truc sur Florent Bata, parce que vous proposez son nom dans le chat tout à l'heure. C'est pas un très bon arbitre. Hein. Son père, Marc Bata, est un bon arbitre, mais lui, pour moi, il est plutôt banal. Voilà. Anthony est avec moi. Salut, Anthony. Salut Romain, comment vas-tu? Moi, ça va. Écoute, comme tout le monde, je pense. Et toi? Moi, ça va, mais bon, j'avais un petit coup de gueule à passer aujourd'hui, en fait. Vas-y. Par rapport à tout ça. Donc, j'entends les problèmes d'arbitrage, tout ça. Moi-même, avec les amis, quand on a regardé le match, on était scandalisés un petit peu. Mais moi, le coup de gueule que j'avais à passer, c'est on nous a vendu des Herbie comme le grand coach, et j'en suis très content. Hein. Quand il est arrivé, j'y croyais pas trop non plus, mais j'étais super heureux. Mais quand je vois le jeu qu'il prônait avec Brighton, où on te disait des Herbie, il tape United, des Herbie, il fait ci, des Herbie, il fait ça, je vois que par rapport à la compo qu'il a mise de départ, on se positionne en victime. Oui, c'est vrai ça. Donc du coup, en fait, je comprends pas pourquoi à chaque fois qu'on a un coach qui arrive, on me dit ouais, vous allez voir, ce coach, ça va être incroyable et tout. Et en fait, ce que je vois, c'est qu'à chaque fois qu'on reçoit un peu des grosses équipes ou quoi que ce soit, on joue pas le jeu qu'on devrait jouer ou qu'on nous vend avec l'entraîneur. Et du coup, je comprends pas ça. Alors, ça me gonfle un petit peu, quoi. J'ai un tout petit bémol, mais je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis, notamment sur l'approche du match de Paris, qui je pense est raté. De toute façon, ça se cristallise. C'est surtout sur un choix, celui de mettre Luis Enrique plutôt que Jonathan Rowe, qui pour moi n'a pas de sens. Mais sinon, je vois pas trop ce qu'il pouvait faire, puisqu'on n'avait pas d'arrière-gauche valide, etc. Puis il fait un choix sur Kondogbia qui est un peu étonnant, mais
Bon, je trouve que Jonathan Rowe, c'est une erreur, mais bon. Le seul bémol que je t'opposerai, c'est que je crois, j'ai pas la stat en tête, mais que les 6 premiers matchs de Zerbi à Brighton sont assez calamiteux, les résultats sont pas bons. Oui, c'est 5 défaites à match nul. Voilà. Mais on en est à quelle journée? Moi, je vois pas dans la philosophie du jeu. Je vois pas ce qu'on nous vend de cet entraîneur-là, alors que je l'adore, hein, mais je le vois pas. Les circuits de passe, la possession, tout ça. Dès que tu attaques le match contre Paris, t'es déjà les 11 joueurs dans ton camp et tu te dis allez-y, fouettez-nous et on attend. Quoi. Et en fait, je comprends pas. Par exemple, le match de Tudor, bon, on en revient par rapport à ton début d'émission. Le match de Tudor, tu vois que d'entrée, c'est agressif en Coupe de France. Oui, d'accord, parce que l'autre était catastrophique, par contre. Voilà, c'est catastrophique. Oui. Mais là, tu vois que dans l'impact, c'est agressif. Tu veux avoir la possession, tu veux la rentrer dedans, tout ça. Et là, tu commences un match où déjà, tu es en victime. Et en fait, je vois pas ce jeu de possession, de les circuits de passe, le carré, comme on parle, tout ça entre les deux centraux, les deux milieux. Et en fait, j'ai l'impression que chaque année, on est content au début et chaque année, on retombe dans ce marasme un peu. Quoi. Et en fait, j'ai l'impression que c'est toujours pareil. Quoi. Ouais, alors, moi, d'expérience, je te dis quand même, attendons un peu parce que il y a des bribes de quelque chose quand même. On n'est pas sur un coach intérimaire qui va mettre des joueurs. On n'est pas sur Pancho, quoi. Voilà, j'adore Pancho. Non, mais ça. Tu vois, il y a quand même, on voit quand même. Attends, en échange, je vois quand même des trucs, des circuits. Tu vois le rôle qu'il avait donné à Merlin en début de saison. C'est pas anodin, ça tombe pas du ciel. C'est d'une réflexion tactique ultra poussée, et ultra intelligente. Il y a des trucs. Après. Évidemment, il cherche encore quelque chose qui marcherait en Ligue 1. Je trouve que l'approche tactique qu'il a eue des petits matchs, sans manquer de respect à personne, hein, mais des petits matchs a évolué. Si tu prends les petits matchs où on avait du mal en début de saison, ne serait-ce que Angers, Strasbourg par exemple, les derniers petits matchs qu'on a joués avant Montpellier où on a changé d'approche et on a joué un jeu beaucoup plus direct et beaucoup plus tranchant avec une possession plus haute, je pense qu'il se cherche et qu'il commence à trouver des petites solutions. Alors j'espère que contre Montpellier, il a trouvé la solution pour les petits matchs et qu'on verra la même chose que contre Montpellier face à Nantes et face à Auxerre, auquel cas je dirais bravo. Et puis j'espère qu'il va trouver une solution pour les gros matchs, parce que c'est vrai que contre Nice, on est plutôt bien payé avec il y a Boga qui fait la misère à Rongier pendant tout le match. Il était au stade. Voilà. Mais on gagne quand même. Mais tu vois, on est plutôt bien payé. Finalement, il n'a pas trouvé la formule parfaite pour les matchs à haute intensité, les gros matchs. Mais il va peut-être la trouver. Tu vois, on a joué que 9 journées. Voilà, on a tendance à l'oublier parce qu'on est bientôt en novembre. On a joué que 9 matchs cette saison. Donc, moi, je ne suis pas encore à tout jeter. Je pense vraiment que ça va marcher. J'y crois, parce que très bon entraîneur, on l'a vu. Hein, il n'y a pas que la hype de Zerbi, il y a aussi quand même des choses qu'on a vues dans le football de Zerbi qui sont réelles. Donc moi, je pense que ça va marcher, mais effectivement, là où tu as raison, c'est que l'approche tactique du match de Paris, elle est catastrophique, elle n'est pas de Zerbi. Mais je crois qu'il doit trouver comment combiner son style personnel avec les matchs de Ligue 1 assez difficiles qu'il va avoir. Mais ça, c'est vrai qu'il ne l'a pas trouvé. Je comprends ce que tu dis, mais moi, selon moi, tu perds 3-0 un match comme ça où d'entrée, tu castagnes, tu y vas, tu mets des coups, tu joues avec intensité, tu as perdu 3-0, bon ben tant pis, mais tu n'as pas renié tes principes de jeu, tu as voulu faire ce que tu sais faire, mais là, dans ce match-là, en fait, dès les 20 premières minutes, après, c'est autre chose, mais j'ai pas vu, en fait, dans ces 20 premières minutes, ça. Ouais, alors juste sur... C'est dommageable pour moi. Tu as totalement raison, et c'est bien de parler des 20 premières minutes parce que il y a 2 matchs, il y a celui où on est à 11 contre 11 et où il y a des énormes regrets d'approche, puis il y a celui à 10 contre 11 où pour moi il n'y a rien à espérer. Mais oui, après c'est fini. Quoi. Voilà, c'est fini, le but de Balerdi qui met le clou sur le cercueil comme je disais hier. Mais ouais, je crois qu'effectivement tu as plutôt raison sur ce point-là. Il faut trouver quelque chose qui fonctionne et pour l'instant elle n'a pas trouvé. Mais ouais. Vas-y. Une dernière petite question après je laisse les copains par la suite. Selon toi, tu penses que l'effectif que l'on a aujourd'hui, actuel, est meilleur que celui qu'il avait à Brighton quand il a commencé ? Intrinsèquement, pas forcément, mais dans son positionnement par rapport au championnat, je pense que oui déjà, mais je pense que déjà à Brighton, il n'avait pas le 6e effectif et il finit 6e. Là, je pense qu'il a le 2 ou 3e effectif et qu'il doit finir top 2 ou 3.
Mais tu vois, en termes de qualité par rapport aux autres équipes de ton championnat, je pense qu'il a un bien meilleur effectif. Ça, c'est pour moi indiscutable. D'accord. Après, le comparer avec Brighton, il n'avait pas tellement de très grands joueurs au début. Non, mais c'est pour ça, parce qu'il n'avait pas tellement de très grands joueurs, mais j'ai l'impression que sa philosophie de jeu, mis à part les 5-6 premiers matchs, derrière, ça a collé de suite. Bien sûr. Là, j'ai l'impression que ça colle pas de suite, et ça fait 9 matchs, même si c'est vrai qu'il y a des problèmes de défense, tout ça, je l'entends, mais j'ai l'impression que, je sais pas, alors peut-être qu'il y a des manquements dans cette équipe, elle n'est pas encore complète, mais j'ai l'impression quand même, vu le matos qu'il a pour notre championnat, c'est pas mal, mais j'ai l'impression que c'est pas non plus si folichon que ça dans le jeu et compagnie avec cet effectif-là, quoi. Et je vais t'ajouter un argument d'Ozarm, et j'allais y aller sur ce terrain-là, qui nous écrit, il n'y a pas la même pression à Brighton, mais c'est vrai que la pression populaire, etc., oui, la pression médiatique, oui, mais je parle aussi de la pression des matchs, c'est-à-dire que quand Manchester United va recevoir Brighton, même s'il y a 2 Herbis sur le banc, Manchester United, ils pensent qu'ils reçoivent Auxerre. Je résume. Alors que nous, quand Monaco, ils vont recevoir l'OM, tu vois, c'est une affiche. Monaco, ils vont pas lever le pied. Quand Saint-Etienne va recevoir l'OM, c'est une affiche. Alors que quand Watford reçoit Brighton, tu vois, il n'y a pas non plus une intensité folle. C'est pas le match du siècle. Souvent, il n'y a pas grand-chose à voir d'ailleurs parce qu'on survend un peu la Première Ligue. Bref, je crois vraiment que l'OM, c'est quelque chose de très particulier, mais surtout par rapport au niveau du club dans le championnat, quoi. Ah ouais, je comprends. Merci Anthony. Ok, merci à vous et continuez comme ça, c'est super. C'est moi qui te remercie. On va enchaîner avec merci à toi Anthony, avec un nouvel auditeur, je sais pas comment il faut dire, viewer, Twitcher, Dailymotionner aussi, pour ceux qui sont sur Dailymotion ou sur le Phocéen. Ça arrive dans quelques instants, on va rafficher le numéro bien évidemment où vous pouvez nous appeler, nous contacter. Merci à Marine. Pour moi, cette pression est un ingrédient essentiel dans l'analyse. Bien sûr, je suis totalement d'accord avec toi. Nous, il n'y a pas un match facile. C'est-à-dire que toutes les équipes veulent taper l'OM. Et ça a toujours été. Et c'est un gros problème. Je pense que si on s'appelait Lille, on aurait déjà 2 ou 3 titres de champion depuis le début des années 2000 sans aucun problème. Parce qu'on n'aurait pas eu autant de matchs difficiles à jouer. Mais ça, c'est différent. Et évidemment, c'est comme ça. On a Samuel qui m'appelle souvent, Samuel, je crois. Salut Samuel. Salut Romain, ça va, tu vas bien? Ouais, Samuel est là la technique pour appeler et taper le code. Je crois que tu as compris comment ça fonctionne. Non, je suis vif, je suis là tout le temps. Je suis votre émission avec rigueur. Donc, c'est gentil. Je suis là. Hein. Merci Samuel. Voilà. Dis-moi ce que tu voulais nous dire ce matin, Samuel. Alors, moi, tu sais, j'ai eu une idée, j'ai eu un flash dans ma tête hier. Je me suis dit, pour comparer un peu ce que faisait De Zerbi l'année dernière, j'ai regardé le match de Brighton contre nous. Tu sais, l'année dernière, on avait joué contre Brighton. Ouais, tout à fait. 2 fois même. Donc, j'ai regardé les 2 matchs. Et j'ai retrouvé les mêmes circuits de passe chez lui l'année dernière que cette année chez nous. Et je trouve qu'on a un gros problème. C'est que l'année dernière, en fait, à Brighton, il y a Joao Pedro, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. L'attaquant, ouais. Je crois que... Ouais, voilà. Ils ont une neuf qui sait jouer dos au but. C'est-à-dire que ce qu'il faisait, c'est ce qu'il fait cette année aussi, c'est qu'en fait, il garde le ballon avec ses centraux et les latéraux. Ils attirent la première ligne de défense, c'est-à-dire les 3 ou les 2 attaquants adverses qui vont presser très très haut le gardien et les défenseurs. Une fois qu'ils sont sortis ces joueurs-là, ils donnent le ballon au gardien qui lui fait une passe horizontale plein axe sur leur 9, qui lui, le 9 derrière, il doit trouver soit le 6 qui va faire partir Greenwood chez nous sur le côté, soit Luis Enrique de l'autre côté. Sauf que nous, Wai, ça, il sait pas le faire. Il sait pas jouer dos au but. Il sait pas garder le ballon dos au but, gagner son duel, encore plus que contre le PSG, qui a vu le monstre qu'il avait contre lui, là, Pacho, je sais pas comment il s'appelle. Il a gagné aucun duel. Mais en fait, je pense que on peut pas jouer comme De Zerbi veut avec ce 9-là, en fait. Tu vois, c'est pas possible. Et on a eu un gros problème au début de saison, c'est que tout le monde se moquait de Mombagna. Mais je pense que Mombagna, s'il est pas blessé, il joue. Hein. T'as pas tort. C'est vrai que, en tout cas, il a beaucoup de temps de jeu. Ouais. Je pense que c'est clair. Il joue, bien sûr. Parce que déjà, il n'y a pas Mopé. De notre effectif. Déjà, s'il y a pas Mombagna, si Mombagna se blesse pas, il n'y a pas Mopé. Donc oui, il aurait du temps de jeu. Mais entre Mombagna et Wai, dans ce profil-là, il n'y a pas photo. Il n'y a absolument pas photo. Mombagna, il est capable de jouer dos au but, même s'il a le pied carré, ce qu'on veut, qu'il n'est pas bon de face au but, qu'il va pas marquer 10 buts dans la saison. Ok,
Mais dans ce format de jeu-là, avec l'utilité qu'il aurait pu avoir dans ce 11-là, moi je pense qu'il joue. Alors oui, il va pas mettre 25 buts, ça c'est sûr. Hein. Mais dos au but, il est capable de garder le ballon, sortir le ballon proprement, et derrière, ouvrir des espaces pour les deux ailiers. Et ça, oui, il est pas capable. Si y en a un qui a rien à faire un peu aujourd'hui, qui se remet le match contre le PSG, et compter le nombre de fois où Wai gagne son duel après que notre gardien lui donne le ballon. En fait, il en gagne 1 ou 2, je crois. Ouais, bien sûr. Mais 1 ou 2 sur 12. Mais tu peux pas, en fait, c'est impossible. Et à chaque fois, on perdait le ballon à ce moment-là. Et on reprenait des vagues. On n'a jamais changé notre circuit de passe. Ça a toujours été celui-là. On joue derrière, on tricote un peu. Dès qu'ils décident de nous presser, on donne le ballon à notre gardien qui, lui, la donne à Wai. Mais à chaque fois qu'on faisait la passe à Wai, il la perdait. Parce qu'il avait toujours ce monstre-là sur lui et il n'arrivait pas à sortir le ballon. C'est vrai. Après, tu dis le gardien, des fois c'est aussi le milieu ou le défenseur qui cherche Wai, mais c'est vrai que cette passe horizontale, on a du mal à la gérer. Je suis d'accord avec toi. C'est une bonne analyse. Après, c'est pas contre Wai, je comprends très bien. C'est plus une question de profil et c'est vrai que Wai a jamais été un attaquant de remise, quoi. C'est plus un attaquant d'espace. Donc, ouais, c'est contre-productif, je trouve. Si on met un mec comme ça à l'ancienne, un mec comme Drogba, dans ce profil-là, il serait parfait, tu vois. Bien sûr, après, il n'y en a pas tellement. Hein. C'est pas si simple à trouver, mais... Non, c'est sûr. Mais quand tu veux jouer de cette manière-là, et tu veux vraiment jouer de cette manière-là, coûte que coûte, tu peux pas prendre un... C'est pas possible. Il correspond pas du tout. Ouais. Je pense que ça a été une opportunité du marché, donc du coup ils l'ont saisi parce qu'ils pensent qu'il y a une plus-value à faire sur lui parce qu'il est jeune et qu'il plante beaucoup de buts, donc ils se sont dit peut-être que sur le marché anglais dans 2-3 ans s'il marque beaucoup de buts on peut le vendre 2-3 fois plus cher. Il n'y a pas que ça, je pense que selon le match c'est plus judicieux d'avoir un Wai que d'avoir un Moumbagna. Donc je pense qu'ils se sont dit on fait quand même un saut qualitatif. Et malgré tout, son match contre Reims, s'il met les buts, c'est quand même un super match. Le match qu'il fait contre Montpellier, il est vraiment super. Donc je pense que selon les matchs, Wai peut être quand même très utile par rapport à d'autres attaquants. C'est juste que dans ces matchs-là où il va être pris par un Golgoth derrière, il va pas avoir beaucoup... Tu sais pourquoi je dis ça? Et je suis persuadé de ça aussi. Parce que je me souviens du match qu'on fait à Montpellier avec Tudor, justement. Alors j'ai pas le score en tête, je crois qu'on gagne, mais je me souviens du match de Bailly sur Wai. C'était un enfant avec son papa. C'est-à-dire que dès qu'il y avait un ballon long, Bailly lui mettait la main sur l'épaule, il le contrôlait et ça, il n'existait pas. Donc voilà, moi je suis persuadé de ça depuis le début, que Wai dans les très grands matchs où il sera très très bien pris par les adversaires, ça va être compliqué. Après il peut progresser aussi, il a 21 ans, donc on verra. Ouais, mais du coup Romain, si nous on le voit que c'est que dès que tu fais un individuel sur lui, un mec un peu costaud, il n'y arrive pas, tu crois qu'ils vont faire quoi les autres équipes quand ils vont nous jouer? Ils vont faire un individuel. Je crois que Lens, ils vont faire quoi? Je crois que Lille, quand ils vont nous jouer, Rennes, ils vont nous jouer, ils vont faire quoi? Ils vont faire pareil. Non, mais moi je suis d'accord avec ça. Moi je ne suis pas fan de Wai de base. Après, je pense quand même que voilà, c'est pas le peintre qu'on nous dépeint parfois. Et je crois que peut-être aussi, tu vois, quand je te disais, c'est peut-être pas à toi que je disais, c'est peut-être à Anthony tout à l'heure, mais que De Zerbi n'a pas encore trouvé comment jouer les grands matchs, c'est aussi comment il doit lier ses joueurs avec son neuf. Et ça, il a du mal à le trouver aussi. Parce que Wai, il a beaucoup de défauts. Mais tu sais, dans le style de Zerbi, Jean Pedro, il jouait pas que des ballons dos au but sur des relances horizontales. Oui. Il y avait quand même beaucoup de liens avec les ailiers, il y avait des choses qu'on n'a pas trouvées encore. Donc voilà. Oui, mais Romain, en fait, c'est une fois que de façon automatique, tu perds le ballon, quand tu le touches au milieu de terrain, quand tu veux jouer en remise avec lui, tu sais, quand tu veux le faire jouer en tant que pivot, une fois que tu perds ce circuit de passe-là qui passe jamais, et derrière, en fait, tu prends des vagues, et tu te fais dominer, tu perds en confiance, et l'autre équipe, elle prend aussi en confiance, et du coup, tu vois, les matchs aussi peuvent basculer de ce côté-là. Ouais, je trouve que c'est dommage de s'entêter à faire ce circuit de passe-là qui ne marche pas. Ça a marché sur le premier but. Contre Montpellier, quand vous voyez, il prend le ballon, tu sais, il est dos au but, il reçoit le ballon, il fait le contrôle et il passe entre les deux. Ça marche parce que c'est Montpellier, et parce qu'ils défendent très mal sur le coup. Mais je peux te dire que quand on va jouer des équipes moyennes ou même des bonnes équipes de Ligue 1, ce genre d'action-là, ça passe pas. Hein. Donc, je suis plutôt d'accord. Je pense qu'il faut malheureusement, De Zerbi, c'est pas une peintre, tu vois, c'est tous des professionnels, ils analysent les matchs tout au long de la semaine, sachant que là en plus il y a qu'un match par semaine, donc c'est pas des peintres, ils vont le voir. J'espère qu'ils vont
trouver un autre circuit de passe que celui-là, parce que à la limite, franchement, si tu veux mettre quelqu'un si tu veux mettre quelqu'un qui joue de cette manière-là, à la limite, si tu fais jouer Koné à béton 10, parce que maintenant Harit il n'est pas là et tout, eh ben, dans ce circuit de passe-là, tu peux mettre Koné dans cette position-là pour que ça soit lui qui récupère ces ballons-là, tu vois. Ouais, je comprends. Ok, en tout cas, on va voir avec attention le match de Wai à Nantes, parce que je pense que c'est lui qui va rejouer. Et je pense qu'il jouera gros, encore une fois, l'ami Eli Wai. Merci pour ton appel ce matin, Samuel. De rien. Juste une dernière chose, juste, s'il te plaît, est-ce que tu pourras faire attention à ce circuit de passe-là et compter le nombre de fois où Wai va perdre le ballon. Tu vois, c'est très intéressant. Non, mais t'as raison, mais je vais pas passer mon temps à compter les ballons, mais t'as raison. Mais je l'ai vu, je l'ai déjà vu. Je l'ai déjà constaté aussi, t'inquiète pas. Vas-y, ça va. Merci mon poulet, à bientôt dans l'OM au café. On va prendre encore un viewer qui souhaiterait s'exprimer. On va afficher le numéro. Voilà, affiche le numéro avant moi, Marine. Quel talent. Romain, si on continue de pas gagner, est-ce qu'on bouge plus que prévu au mercato d'hiver? Alors si on continue de pas gagner, les gars, on est 3e de Ligue 1, on a joué Nice, on a joué Paris, on a joué Brest, on a joué 5 matchs sur 9 à l'extérieur. On a joué Reims. Moi je trouve si on continue à pas gagner, je trouve que c'est vachement dur. On a joué Lyon. Ok. Moi je trouve pas qu'on est dans une saison où on gagne pas. Franchement, moi si tu m'avais dit après les 9 premiers matchs qu'on serait 3e à 3 points de Monaco et à 6 points de Paris, j'aurais signé des 2 mains. Donc honnêtement, et en plus on fait 5 matchs sur 9 à 10 contre 11. Donc vraiment pour moi il faut pas... on dirait que c'est la crise, exactement Nico. C'est pas la crise du tout. Juste voilà, il faut prendre les points face aux petits. Nantes et Auxerre, il faut prendre 6 points, il n'y a pas d'arrangement. On l'a vu, Auxerre est capable d'aller chercher des points à l'extérieur aussi avec ce match à Lyon, même si, je crois qu'on est capable de les battre, mais voilà. On n'a pas joué Monaco-Lens-Lille. Oui, bien sûr, on est à la moitié de la phase aller. On a joué 3 ou 4 gros, il nous en reste 3 ou 4 à jouer, c'est normal. Et on a Kamal avec nous. Salut Kamal. Salut Romain. Plaisir de t'accueillir dans l'OM au café ce matin. Tu fais quoi dans la vie, Kamal? Ah, je suis retraité. Oh, c'est beau ça. Retraité de quoi? Réparation navale. Ah, très bien. Voilà. On a beaucoup de têtes. Il faut être une tête pour faire ce métier, je crois. Non. Non, un peu quand même. C'est donné à tout le monde. Ah ouais? Bon, ok. Autant pour moi. Oui. Qu'est-ce que tu voulais nous dire ce matin, Kamal? Je voulais dire, moi, là où je suis déçu du match de dimanche, c'est le manque d'agressivité, mais c'est complet. 4 coups francs, on a. On fait 4 fautes, oui. 4 fautes. Au milieu, on a fait les accompagnateurs. Oui, je suis d'accord avec toi. Et tu l'attribues à quoi, ce manque d'agressivité? Comment tu l'expliques, en fait? Parce que moi, j'ai du mal à l'expliquer aussi. Moi aussi, j'ai du mal à l'expliquer. Je me demande même jusqu'où on peut aller. De Zerbi, il aurait dû intervenir. Moi, j'étais au stade, je suis abonné au Ghané, moi. Okay. Moi, au bout de 20 minutes avant l'expulsion, j'aurais fait des changements déjà. Ah, tu sais que c'est difficile dans un match de foot de faire un changement à la 20e. Je suis le long des Ghanéens, j'ai regardé Enrique. Enrique, il n'a pas marqué une fois Hakimi. Il est rentré dans l'axe et Hakimi s'est retrouvé sur le côté gauche, sur le côté droit, disons, pour lui, tout seul. Et il me semble qu'il était perdu dans ce milieu. Luis Enrique, pour moi, c'est pas un joueur pour l'OM. Moi, je suis l'OM depuis 50 ans, 60 maintenant. Je dis, c'est pas un joueur pour l'OM. Moi, je peux jouer héros, Cornelius derrière, et au milieu, costaud. En fait, on faisait la même propos, toi et moi, quoi. C'est ce qu'il fallait faire. On n'a pas joué, ni on a attaqué, ni on a défendu. On était dans l'entre-deux. Ouais. Pour Enrique, écoute, je vais pas. J'ai perdu un pari en début de saison, j'ai plus le droit de dire vraiment ce que je pense parce que voilà, mais tu viens de le dire ce que je pense, donc ça tombe très bien. Après, force est de constater quand même qu'il y a des progrès, que c'est un gars qui a quand même 4 buts et 3 passes décisives en 9 journées, donc il n'est pas aussi peintre que ce que toi ou moi on peut penser. Mais sur ce match-là, je vois pas l'utilité. Mais
Mais oui, je peux que aller dans ton sens sur ça. Est-ce que pour autant tu t'inquiètes pour la saison ou tu te dis c'est un match parenthèse, on a toujours du mal à les faire, c'est classique, ça fait, tu dis 50 ans que tu es supporter, donc forcément tu les as déjà eus ces matchs-là, donc est-ce que tu t'inquiètes pour autant ou tu te dis non, bon, ça va, pour l'instant ça va? Pour moi, on ne jouait pas le titre. Maintenant, il faut jouer pour moi, 2e, 3e place. Voilà. Donc tu n'es pas trop inquiet, parce que sinon tu me dirais faut déjà être européen, stabiliser le projet. Oui. Non, pour ça, je ne suis pas inquiet, hein, parce que j'espère qu'on va pouvoir voir le jeu à la 2 Herbie. C'est vrai, c'est important. Tu as raison. Pour l'instant, on n'a rien vu. On n'a pas rien vu, mais on n'a pas vu ça sur 90 minutes, ou alors sur des matchs comme à Montpellier où c'est du 2 herbie-ball direct, mais contre Montpellier c'est pas intéressant vraiment, tu vois, faudrait qu'on le voit dans un très grand match. Mais t'as raison. Ok, merci. Tu veux rajouter quelque chose, Kamal? Pour moi, le seul match qu'on a bien joué, c'est la première mi-temps de Reims. Oui, t'as raison, c'est vrai. C'est tout. Après, on n'a plus vu de football. Après, faut aimer, mais moi j'ai beaucoup aimé la presta qu'on fait à Brest. Comment? Il y a des espaces. Hein. Eh oui, mais tu sais, il faut réussir à les prendre, les espaces. Hein. C'est sûr. Non, mais c'est vrai. À Brest, le match, il a été complet. Moi, je dis qu'on a été complet. On a que ces tirs, c'est un but. C'est ça. Ok. Merci, Kamal. Merci, Romain. C'est un plaisir. Et c'est un plaisir de voir ta passion qui ne s'effrite pas après 50 ans d'OM, et tu as certainement connu les belles années. La belle époque. Moi, j'ai connu l'époque de Skoblar Magnusson. Ah, ça me fait penser à mon grand-père, ça, Skoblar Magnusson. Belle époque. Mais tu as plus que 50 ans alors de Oui, j'ai 70 ans. Ah, je vais au stade depuis 1966. Mais parle-moi, alors tu sais quoi, ça m'intéresse. Ok, il faut éduquer un peu les jeunes. Parle-moi un peu de Magnusson. Quel joueur c'était? Magnusson, fabuleux. Des dribbles. Moi, je l'ai vu jouer contre Angoulême. C'était l'arrière qui le chargeait, il s'appelait Solas. Il a montré de toutes les couleurs. Il est parti avec le ballon sur la nuque. Ah ouais? Et le défenseur d'Angers, il cherche un coupe de France. Je crois qu'on a gagné 5-0. Voilà. Ouais. C'était Magnusson, c'est fabuleux. La finale contre Bastia. Magnusson, pour moi, c'est ce qu'on va. Hein. Ce qu'on va, pour moi, sur les joueurs, l'Olympien du siècle. Ouais. C'était Harry Kane. Ah, plus fort. Plus fort. La tête, les 2 pieds et méchant sur l'homme. Hargneux. Lewandowski alors un peu. J'essaie de le comparer pour les jeunes. Non, un peu plus fort même que Lewandowski. Ah ouais. Un peu plus fort. Moi, je l'ai vu tirer des coups francs à Lyon, tirer un coup franc. Je suis derrière les bois, les cages. Je vois que le ballon, il va pratiquement en touche. Au dernier moment, il a tellement bien bossé. Chauveau, c'est le gardien Chauveau à Lyon. But sur le coup franc. Ouais. Ah, mais c'est vrai, mais ça me fait penser à mon grand-père qui n'est plus de ce monde, mais qui m'a fait voir une cassette d'OM Bastia, la finale 72. Et quand tu vois ça, je dis cassette parce que ça n'existe plus, les cassettes, vous savez, c'était les VHS, là, les gros trucs qu'on mettait dans les magnétoscopes. Et c'était une belle époque. Et ouais, j'ai vu ce match-là, et c'est vrai qu'il y avait une équipe assez folle pour l'Olympique de Marseille en 72. Et puis ce match contre Bastia est quand même un des meilleurs souvenirs de cette période-là, je pense. Mais il est loin ce football. Oui, c'est plus le même football. De toute façon, tous les sports ont évolué. Parce que tu vois, on dit souvent, Kamal, le football d'avant, c'était mieux et tout. Mais dans tous les sports, il y a la dimension athlétique et de vitesse qui a été mise en avant. Et tu prends tous les sports, hein, le basket, le rugby, tous les sports collectifs ont évolué de la même façon. Parce qu'on dit souvent, le football, maintenant, c'est trop rapide, c'est trop physique. C'est tous les sports, en vrai. Non, mais Romain. Oui. C'est moi, il me semble qu'on a abandonné le technique. Les joueurs sont plus techniques. Ça dépend qui. À l'OM, on a vu un problème entre Francescoli
Selkovic, les joueurs de ballon. Ah oui. C'est sûr. Ils savaient manipuler le ballon. Là, à l'heure actuelle, un joueur de l'OM, le contrôle, il ne sait pas le faire. Le contrôle, le ballon, il part 1 mètre devant. Ouais, moi, je trouve quand même que techniquement, quand il est dans un bon soir, Greenwood, c'est quand même très impressionnant. Hein. Mais après, c'est effectivement mon avis. Merci Kamal pour ce témoignage. Merci à toi, René. Ça fait plaisir. Merci. Moi, j'aime bien. Voilà, j'aime bien entendre des histoires de choses que je n'ai pas connues. Et ça fait plaisir d'avoir eu Kamal qui nous a parlé des années 70 de l'OM. Ça fait partie de l'histoire. Et tous ceux qui disent ça n'est pas intéressant, les années 70, c'est très intéressant. C'est la vie de l'OM. C'est pour ça que ce club est comme ça aujourd'hui. C'est pour ça que vous supportez l'OM aujourd'hui. Ça s'appelle la transmission. Et s'il n'y a pas l'OM des années 70, s'il n'y a pas l'OM des années 90, l'OM des années 2020, je vous garantis qu'il ne remplit pas le stade. Voilà, donc c'est très important. C'est très important dans notre histoire. Et comme le dit la pub, depuis 125 ans. Eh bien oui, ça fait 125 ans que l'Olympique de Marseille, c'est la folie, c'est passion, etc. Des histoires, des matchs dont on se souvient. Voilà, donc évidemment que c'est important d'en parler. Voilà. Et oui, t'as raison, Zekai, c'est pas les mêmes ballons non plus. Donc on gagne plus rien. Ben oui, Falembert, mais il y a des périodes dans notre histoire où on n'a rien gagné aussi. Hein. On n'a pas toujours été un club couronné de succès. Donc il faut manger un peu notre pain. Le pain pas bon, je sais plus quelle couleur il est, mais faut le manger. Et puis on va revenir à un moment donné. C'est cyclique hein, de toute façon. L'Olympique de Marseille reviendra sur le devant de la scène. Moi, j'ai un petit regret, c'est que dans les belles années qu'on vient de vivre, on n'ait pas eu un titre. Que ce soit l'année 2018 avec Rudy Garcia, avec cette Coupe d'Europe, l'année Sampaoli où tu peux accrocher, je pense, cette Conference League, l'année Tudor où tu peux être champion si ça se goupille bien. Voilà, donc voilà. J'ai un petit regret sur ça. Après, évidemment, l'année où Tudor sur le PSG et qui perd contre Annecy, tu mérites un titre. Les supporters, les jeunes qui ont... moi, j'en ai connu des titres, hein, les années 2010 avec Deschamps. Mais les jeunes qui ont 20 ans n'ont jamais connu de titre. Et ça, c'est triste. C'est très triste qu'à 20 ans, quand on est supporter de l'OM depuis sa plus tendre enfance, on n'ait pas connu le moindre titre. Et ça fait mal parce que je dis, ces jeunes-là, ils méritent. Voilà, parce que il faut les supporter, ces clubs. Ah, ça y est, ça ressort les arguments anti-Longoria. J'en vois quelques-uns dans le chat. Évidemment, ça sort du bois dès que possible. Moi, je trouve que l'été de Longoria et Gianluca, tu ne pourras pas dire le contraire. Il est monumental en termes de recrutement, en termes de direction prise. Je ne vois pas ce qu'on pouvait faire de mieux quand on finit 8e avec Jean-Louis Gasset. Alors si on lui reproche la saison dernière, il est coupable à 100%. Mais depuis le mois de mai, je ne vois pas ce que tu peux lui reprocher. Même là, je ne vois pas ce que tu lui reproches. C'est trop lisse pour Marseille. Oui. Si tu veux, regarde, quand on n'a pas été lisse, Benatia, il s'est fait suspendre. On n'a plus la marge de manœuvre qu'on pouvait avoir et ça n'existe plus malheureusement. Voilà, on va finir là-dessus, bien évidemment, mais après chacun est libre de dire ce qu'il pense. Hein. Mais bon, je vois pas l'intérêt là, je vois pas. Voilà. Merci beaucoup à Marine, Marine qui a assuré à la régie ce matin. Tu parles de président charismatique, oui, mais ça veut rien dire. Moi, je te garantis, je l'ai croisé beaucoup, Pablo Longoria. Il est très charismatique, beaucoup plus que ce que tu penses. Et très honnêtement, je pense que tu sous-estimes son charisme. Puis si tu parles de charisme, il dégage quelque chose de différent. Et moi, je le trouve charismatique. Je trouve qu'on a un président qui comprend le foot, qui connaît le foot. Ça, c'est quand même, ça n'a pas de prix. Donc après, il a bien sûr d'énormes défauts, comme tout le monde. Mais moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette analyse de dire de commencer à critiquer Longoria maintenant. Je vois pas.
Voilà, merci beaucoup. On se retrouvera. Alors, vous retrouvez demain, vous retrouvez Slim, je crois, à ma place. Et puis, on se retrouvera très très vite pour de nouvelles aventures communes. On se retrouve dès vendredi, je crois. Je vous embrasse. Ciao, ciao.